Dites-moi, que feriez-vous si personne ne vous aimait pour ce que vous êtes vraiment? Si votre propre reflet vous semblait insuffisant? Frédéric Bourdin, lui, il a trouvé sa réponse. Il est devenu quelqu'un d'autre. Puis quelqu'un d'autre encore. Des centaines d'identités volées, plus de 40 pays traversés. On l'a donc appelé le caméléon. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'esprit fascinant d'un des plus grands imposteurs du XXe siècle. Dans les sous-sols d'Interpol, des dossiers s'accumulent depuis des décennies. Certains portent des noms, d'autres des numéros. Mais il y en a un qui défie toute classification. Un homme qui a été à la fois américain, espagnol, français, un homme qui a dupé les services sociaux de 3 pays, les familles les plus désespérées et même le FBI. Pendant plus de 20 ans, les enquêteurs ont tenté de comprendre comment le même individu pouvait apparaître sur tous les continents, sous toutes les identités. Frédéric Bourdin naît le 13 juin 1974 à Nantes. Mais ce nom n'est qu'une façade parmi des centaines d'autres. Il a été Kevin Henley, adolescent britannique perdu en France, Francisco Hernandez Fernandez, orphelin espagnol maltraité, Alessandro Barata, enfant italien abandonné, Benjamin Kent, un jeune américain en détresse. Chaque mensonge soigneusement construit, chaque histoire calibrée pour toucher en plein cœur. Ces traces sont partout dans leurs archives. Mais lui, il n'existe nulle part. Car Frédéric Bourdin a passé sa vie à fuir une vérité insoutenable. Il n'a jamais su qui il était vraiment. Je m'appelle Frédéric Bourdin, et mon histoire, elle commence par un mensonge. Pas le mien, non, celui des adultes qui m'entouraient. Ma mère Ghislaine avait à peine 18 ans quand je suis né. Une enfant, elle-même, perdue, dans ses propres démons. Mon père biologique, Katia Tatmané, un Algérien de passage, n'a jamais voulu me reconnaître. Sur mon acte de naissance, la case père reste désespérément vide. Cette absence m'a hanté dès que j'ai été en âge de comprendre. Qui étais-je, si personne ne voulait être mon père? Que valais-je si ma propre mère me regardait comme un fardeau? À 5 ans, ma grand-mère maternelle, Odette, m'a recueilli dans sa petite maison de Nantes. Elle faisait de son mieux. Mais elle était âgée, fatiguée par une vie difficile. Quand elle tombait malade, je me retrouvais seul, livré à moi-même, apprenant déjà à mentir pour expliquer pourquoi personne ne venait me chercher à l'école. À 8 ans, premier placement en foyer, les Mimosas, un centre d'accueil pour enfants en difficulté. Des couloirs qui sentaient l'eau de Javel et la tristesse. Des dortoirs où résonnaient les pleurs étouffés. Des éducateurs débordés qui notaient dans mon dossier « Enfant intelligent, mais mythomane, invente des histoires pour attirer l'attention ». Ils avaient raison sur un point. J'inventais des histoires, mais ils n'avaient pas compris pourquoi. Quand on n'a pas de vraie famille, on s'en invente une. Quand on n'a pas de vraie histoire, on en crée une plus belle, plus touchante, plus digne d'amour. Ma première grande découverte, je l'ai faite à 12 ans. Un jour, j'ai raconté à ma nouvelle institutrice que j'étais orphelin, que mes parents étaient morts dans un accident de voiture. Elle a pleuré, vraiment, pleuré. Ce jour-là, j'ai compris que le mensonge ouvrait des portes que la vérité gardait fermées. La compassion, l'attention, la protection. Tout ce qu'un enfant abandonné cherche désespérément. Les services sociaux m'ont ballotté, de foyer en famille d'accueil, de famille d'accueil en centre éducatif. Chaque fois, j'affinais ma technique. J'observais les réactions, j'ajustais le personnage. Un orphelin espagnol, un adolescent français maltraité, un enfant perdu qui a oublié son nom. À 16 ans, j'étais devenu un professionnel de l'identité. Je pouvais pleurer sur commande, adopter n'importe quel accent, inventer une histoire de vie en quelques minutes. Les adultes voulaient me sauver. Et moi, je les laissais faire. C'était ma façon de survivre.
dans un monde qui n'avait pas voulu de moi. Les éducateurs ne comprenaient pas. Ils voyaient des mensonges comme des caprices, des manipulations d'enfants gâtés. Mais, pour moi, c'était une question de survie. Quand on grandit sans amour, on apprend à le mendier, et le mensonge était ma seule monnaie d'échange. On peut dire que cette phrase résume tout. Le mensonge était ma monnaie d'échange. Bourdin avait découvert très jeune que la vérité, un enfant abandonné ou non désiré, ne suscitait que de la pitié, alors que le mensonge, un orphelin tragique, déclenchait de l'amour. J'ai commencé à étudier les réactions des adultes, comme un scientifique étudie des cobayes. Quels mots les faisaient pleurer? Quelles histoires les poussaient à me serrer dans leurs bras? J'ai découvert que les gens préféraient une belle tragédie à une triste réalité. À 14 ans, j'avais déjà compris quelque chose que la plupart des adultes ignorent. Nous sommes tous des acteurs. La seule différence, c'est que moi, je le savais. Ma première grande imposture remonte à 1990. J'avais 16 ans, mais mon visage imberbe et ma petite taille me permettaient d'en paraître 12. Je me suis présenté aux services sociaux de Pau comme Frédéric Cassis, orphelin dont les parents étaient morts dans un accident de voiture. L'assistante sociale, Madame Durand, était une femme d'une 50aine d'années, fatiguée par des années de service social, mais qui gardait encore cette flamme dans les yeux quand elle croyait pouvoir sauver un enfant. Elle a pleuré en entendant mon histoire. Pas des larmes de façade, non, des vraies larmes, celles qui viennent du cœur. Elle m'a placé dans une famille d'accueil bienveillante, les Moreau, un couple de la banlieue de Pau qui avait déjà accueilli plusieurs enfants en difficulté. Pour la première fois de ma vie, j'avais des parents qui s'inquiétaient pour moi quand je rentrais tard de l'école, qui vérifiaient mes devoirs le soir, qui me bordaient avant de dormir en me souhaitant de beaux rêves. Madame Moreau cuisinait des plats que je n'avais jamais goûtés. Monsieur Moreau m'emmenait pêcher le dimanche matin, me parlait de la vie, de l'avenir, de ce que je voulais devenir plus tard. J'avais envie de leur dire la vérité, de leur avouer que j'étais un imposteur. Mais j'avais trop peur qu'ils me rejettent. Pendant 3 mois, j'ai vécu cette vie de famille normale. J'allais au collège, faisais mes devoirs, regardais la télévision avec eux le soir. Mais les questions se multipliaient. Pourquoi n'avais-je aucun souvenir précis de mes parents décédés? Pourquoi refusais-je de parler de l'accident? Pourquoi n'avais-je aucune photo d'eux? Une nuit de janvier, j'ai fait mon sac et je suis parti. J'ai laissé un mot sur mon oreiller. Merci pour tout. Je ne méritais pas votre gentillesse. Direction l'Espagne, où j'allais devenir Francisco Hernandez Fernandez, 13 ans, maltraité par sa famille, fuyant des parents alcooliques et violents. Les autorités espagnoles m'ont cru instantanément. Mon histoire était rodée, mes larmes authentiques, car au fond, je pleurais vraiment sur mon sort. Elles m'ont placé dans un centre pour mineurs à Séville, un bâtiment blanc aux volets bleus où résonnaient les accents de toute l'Europe. J'y suis resté 6 mois, perfectionnant mon espagnol, étudiant les autres pensionnaires. Chacun avait son histoire, ses traumatismes, ses techniques de survie. J'apprenais d'eux comme un anthropologue étudie une tribu, les codes, les réflexes, les détails qui rendent une histoire crédible. Quand les questions sont devenues trop précises, j'ai disparu à nouveau, parti en Italie, où je suis devenu Alessandro Baratta, en Suisse, où j'étais Kevin Muller. Chaque identité plus élaborée que la précédente, chaque mensonge plus sophistiqué. Mais l'Europe devenait trop petite. Les dossiers s'accumulaient, les signalements se multipliaient, les services sociaux commençaient à communiquer entre eux. Il me fallait un nouveau terrain de jeu, plus grand, plus naïf, plus généreux avec ces enfants perdus. En Amérique, j'ai découvert un paradoxe fascinant. Plus mon mensonge était énorme, plus il était crédible. Les Américains avaient une foi inébranlable dans la rédemption, dans les secondes chances. Ils voulaient croire au miracle. Cette observation de Bourdin est glaçante de lucidité quand même. Il avait compris que l'Amérique, terre de tous les possibles, était aussi la terre de tous les mensonges acceptables, pourvu qu'ils soient assez grands pour ressembler à des rêves. J'ai découvert le site web du Centre national pour les enfants disparus et exploités. Un catalogue de vies brisées, de familles détruites, d'espoirs anéantis. Et puis je l'ai vu, Nicolas Barclay, 13 ans, disparu de San Antonio au Texas le 13 juin 1994. Cheveux blonds, yeux bleus, cicatrices au menton. 3 ans de recherche infructueuse.
Une famille désespérée. Une affaire qui commençait à refroidir dans les tiroirs du FBI. Tout nous opposait physiquement. J'étais brun aux yeux bruns. Il était blond aux yeux bleus. J'avais 23 ans. Il en avait 13 à sa disparition. Je mesurais 1,65 m. Il mesurait 1,50 m. J'avais un accent français, disons. Prononcé. Il était américain du Texas. Mais j'avais appris une chose fondamentale au cours de mes années d'imposture. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Surtout quand ils souffrent. Surtout quand ils espèrent. Et une famille qui cherche son enfant disparu depuis 3 ans était prête à accepter n'importe quel miracle. J'ai passé des semaines à étudier le dossier de Nicolas. Sa famille, ses habitudes, son école, ses amis. J'ai mémorisé chaque détail de sa vie, chaque photo, chaque anecdote mentionnée dans les articles de journaux. Je suis devenu un expert en Nicolas Barclay, peut-être même plus que Nicolas lui-même ne l'avait jamais été. Le 7 octobre 1997, depuis une cabine téléphonique de l'INARES sous la pluie battante, j'ai composé le numéro du Centre national pour les enfants disparus et exploités. Ma voix tremblait, pas de peur, mais d'excitation. J'allais tenter l'impossible. Bonjour, je m'appelle Nicolas Barclay. J'ai été enlevé il y a 3 ans. Je suis en Espagne. S'il vous plaît, aidez-moi à rentrer chez moi. L'histoire que j'ai racontée était un chef-d'œuvre de manipulation psychologique. Enlevé par des trafiquants d'enfants, emmené en Europe, forcé à la prostitution, mes cheveux blonds rasés, mes yeux bleus décolorés par des produits chimiques, mon accent américain altéré par des années de terreur et de multilinguisme forcé. Chaque détail était conçu pour expliquer pourquoi Nicolas Barclay ne ressemblait plus à Nicolas Barclay. Les autorités espagnoles ont mordu à l'hameçon. Un adolescent américain traumatisé retrouvé vivant après 3 ans de disparition, c'était exactement le genre d'affaire qui mobilise les consulats. Fait la une des journaux, redore le blason des services de police. En quelques jours, j'avais des papiers d'urgence, une protection consulaire et surtout un billet d'avion pour San Antonio, Texas. Beverly Barclay, la mère de Nicolas, m'a accueilli à l'aéroport de San Antonio. C'était une femme d'une 40aine d'années, marquée par 3 années de recherche infructueuses, de faux espoirs, de nuits blanches à imaginer le pire. Quand elle m'a vu sortir de la zone d'arrivée, elle a hésité une seule seconde où j'ai vu le doute traverser son regard. Puis, elle s'est précipitée vers moi. « Mon bébé !» a-t-elle murmuré en me serrant dans ses bras avec une force désespérée. Elle pleurait, et moi aussi. Pas de joie, mais de soulagement. J'avais réussi. J'étais Nicolas Barclay. Dans la voiture qui nous menait vers la maison familiale, Beverly me racontait des anecdotes sur mon enfance. Comment j'aimais les céréales au chocolat le matin. Comment je me cachais sous le lit quand il y avait de l'orage. Comment je rêvais de devenir astronaute. Je prenais des notes mentales, enregistrais chaque détail. Chaque information était précieuse pour construire ma nouvelle identité. La maison des Barclay était une construction typique de la banlieue texane. Pelouse, bien entretenue, drapeau américain sur le porche, barbecue dans le jardin. Ma chambre, enfin celle de Nicolas, était restée intacte. Ses vêtements dans l'armoire, ses jouets sur les étagères, ses cahiers d'école sur le bureau, ses posters de basketteurs au mur, même sa collection de cartes Pokémon dans une boîte en métal. J'ai dormi dans ses draps cette première nuit, entouré de sa vie figée dans le temps. C'était troublant et fascinant à la fois. Je vivais littéralement dans la peau d'un mort, car j'étais convaincu que Nicolas Barclay était mort depuis longtemps. Le plus perturbant, c'étaient les photos de famille, épinglées partout dans la maison. Je me suis exercé à reconnaître chaque visage, chaque nom. Oncle Pat avec sa moustache, tante Suzanne et son sourire forcé, cousin Michael et ses taches de rousseur. Je devais pouvoir les identifier instantanément, raconter des souvenirs communs, réagir avec l'émotion appropriée. Carrie Gibson, la sœur aînée de Nicolas, était plus méfiante que sa mère. C'était une femme pragmatique d'une 30aine d'années, mère de famille, qui avait gardé les pieds sur terre malgré le drame. Elle me posait des questions précises sur notre enfance commune, testait ma mémoire, cherchait les failles dans mon histoire. « Tu te souviens quand on a cassé la fenêtre du garage en jouant au baseball ?» me demandait-elle. Je répondais par des sourires évasifs, prétextant des traumatismes qui avaient effacé certains souvenirs. « Les médecins disent que c'est normal après ce que j'ai vécu », murmurai-je avec des larmes dans les yeux. Jason Barclay, le demi-frère de Nicolas, était le plus étrange de tous. Un homme d'une 20aine d'années, taciturne, qui me regardait bizarrement sans jamais rien dire. Il était le seul à ne jamais m'appeler Nicolas. Juste toi ou lui, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Pendant 4 mois,
J'ai vécu cette vie de famille américaine. J'allais au lycée. Je faisais mes devoirs. Je regardais la télévision avec eux le soir. Beverly me préparait mes plats préférés. Enfin, ceux que Nicolas aimait selon elle. Elle me bordait le soir en me disant qu'elle ne me laisserait plus jamais partir. Mais chaque jour était une représentation épuisante. Je devais être constamment sur mes gardes, contrôler chaque geste, chaque expression, chaque réaction. Un faux pas et tout s'effondrait. La nuit, je me réveillais en sursaut, paniqué à l'idée d'avoir parlé français dans mon sommeil. Les premiers jours chez les Barclay ont été les plus terrifiants de ma vie. Pas à cause du mensonge. J'étais habitué, mais à cause de la vérité que je découvrais. Cette famille fuyait quelque chose. Voilà le cœur du mystère Barclay. Bourdin venait de mettre le doigt sur quelque chose d'inavouable. Cette famille préférait un faux Nicolas vivant au vrai Nicolas mort. La question devient alors, mais que savent-ils exactement ? Beverly me montrait des photos de Nicolas enfant, mais jamais de Nicolas adolescent. Elle me parlait de ses rêves d'astronaute à 8 ans, mais jamais de ses problèmes de drogue à 13. C'était comme si elle avait effacé les dernières années de la vie de son fils. Et moi, j'incarnais le Nicolas qu'elle voulait retrouver. Pas celui qui avait disparu, mais celui qu'elle avait perdu bien avant sa disparition. Charlie Parker n'a pas cru une seconde à mon histoire. Contrairement à la famille, contrairement aux services sociaux, contrairement même au FBI qui hésitait encore, ce détective privé de San Antonio savait que j'étais un imposteur. Il l'a su dès le premier regard. Parker était un homme d'une 50aine d'années, ancien flic reconverti dans le privé après une carrière de 15 ans dans la police. Il avait vu des affaires étranges, des coïncidences troublantes, des retournements inattendus. Mais celle-ci dépassait tout. Un gamin blond aux yeux bleus qui devient un jeune homme brun aux yeux bruns, impossible. Il a commencé son enquête par les bases. Taille, poids, couleur des yeux, signes distinctifs. Nicolas avait une cicatrice au menton, moi j'en avais une à l'oreille. Nicolas était droitier, moi gaucher. Parker a contacté Interpol, épluché les fichiers européens, reconstitué mes impostures précédentes. Frédéric Bourdin était fiché dans 12 pays pour usurpation d'identité, faux papiers, impostures multiples. Chaque mensonge, chaque fausse identité, chaque famille dupée. Il a monté un dossier implacable. Mais le plus troublant dans son enquête, c'était ce qu'il découvrait sur la famille Barclay elle-même. Plus il creusait, plus l'affaire devenait louche. Nicolas n'était pas l'enfant modèle que décrivait sa mère. Bagarre à l'école, consommation de drogue, vol à l'étalage. À 13 ans, Nicolas avait déjà un casier judiciaire pour des délits mineurs. Le jour de sa disparition, le 13 juin 1994, Nicolas avait eu une violente dispute avec son demi-frère Jason. Des voisins avaient entendu des cris, des bruits de bagarre. Jason avait déclaré que Nicolas était parti jouer au basketball dans le quartier et n'était jamais rentré. Mais aucun ami ne l'avait vu ce jour-là. Parker a interrogé Jason plusieurs fois. Le jeune homme était nerveux, contradictoire. Ses versions changeaient selon les questions. Il transpirait, évitait le regard, se contredisait sur des détails importants. Et puis, il y avait ce détail troublant. La famille avait attendu plusieurs heures avant d'appeler la police. Pourquoi ? Charlie Parker avait mis le doigt sur quelque chose de dérangeant. Dans la plupart des affaires de disparition d'enfants, les familles harcèlent la police, multiplient les appels, organisent des battues. Ici, c'était l'inverse. Plus Parker creusait, plus la famille Barclay semblait vouloir enterrer le passé. J'ai réalisé quelque chose de terrible pendant ces 4 mois. Jason me regardait comme s'il venait de revoir un fantôme. Pas celui qu'il attendait, celui qu'il redoutait. Un soir, il m'a coincé dans la cuisine. « Tu n'es pas Nicolas », m'a-t-il dit. « Mais tu sais quoi ? Tant mieux. Parce que Nicolas était un petit con qui méritait ce qui lui est arrivé. » Puis il est parti, me laissant seul avec cette confession involontaire. Cette phrase de Jason Barclay, « Nicolas méritait ce qui lui est arrivé », résonne comme un aveu. Pas forcément de meurtre, mais au minimum de culpabilité. Que s'est-il vraiment passé ce 13 juin 1994 ? Quand Parker a présenté ses preuves à la famille Barclay, leur réaction l'a stupéfié. Au lieu d'examiner les évidences, ils ont refusé de les regarder. Beverly Barclay lui a dit « Je connais mon fils, c'est Nicolas, peu m'importe vos papiers et vos photos. » Cette obstination cachait autre chose. Parker a commencé à soupçonner que cette famille cachait quelque chose. Une hypothèse terrifiante prenait forme dans son esprit.
Le 6 mars 1998, le FBI a fini par m'arrêter. Les preuves s'accumulaient. Mes empreintes dans les fichiers d'Interpol, mes photos dans les dossiers européens, mes impostures précédentes soigneusement documentées par Parker. Je ne pouvais plus nier. L'arrestation a eu lieu un matin, devant le lycée. 2 agents fédéraux m'attendaient, près de leur voiture banalisée. « Frédéric Bourdin, vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité et utilisation de faux papiers. » Autour de nous, les élèves s'arrêtaient, regardaient, chuchotaient. Ma couverture venait de voler en éclats. Un instant, dans la salle d'audience, j'ai entendu quelqu'un m'appeler Frédéric. Pas un nom d'emprunt, pas un alias. Juste Frédéric. Je n'ai pas réagi. Je ne savais plus comment réagir. Ce simple mot a fait trembler tout mon être. Je ne savais plus imiter la sincérité. J'étais seul, face à moi-même. Mais même lors de mon arrestation, Beverly Barclay continuait à clamer que j'étais son fils. « Il se trompe », disait-elle au journaliste massé devant sa maison. « C'est Nicolas, je le sais, je suis sa mère. Une mère reconnaît toujours son enfant. » Mon procès a été un spectacle médiatique. L'imposteur français qui avait dupé l'Amérique, la famille qui refusait de voir la vérité, le mystère du vrai Nicolas Barclay qui n'était toujours pas résolu. Les journalistes se bousculaient pour comprendre comment une telle imposture avait été possible. Le procureur, James Davidson, a requis 10 ans de prison. Cet homme a abusé de la confiance de familles en détresse, a-t-il déclaré devant un tribunal bondé. Il a joué avec leurs espoirs les plus profonds, leurs blessures les plus intimes. Il mérite la prison. Mon avocat commis d'office a plaidé les circonstances atténuantes. Enfance difficile, trouble de la personnalité, mécanisme de survie développé face à l'abandon. Mon client n'est pas un monstre, a-t-il argumenté. C'est une victime qui est devenue bourreau malgré lui. À la barre, j'ai tenté d'expliquer ma démarche. Pas pour me justifier, mais pour que les gens comprennent. Je n'étais pas inhumain, ai-je dit face au juré. Juste logique. 6 ans de prison, dont 3 avec sursis. Une peine relativement clémente pour quelqu'un qui avait causé tant de souffrance. Mais les juges américains, comme les familles d'accueil, avaient une faiblesse pour les histoires d'enfance brisées. En prison, j'ai eu le temps de réfléchir. Pour la première fois depuis l'enfance, j'étais obligé d'être moi-même. Frédéric Bourdin sans masque, sans personnage, sans histoire inventée. C'était terrifiant. Qui étais-je quand je n'étais personne d'autre? Qu'est-ce qui restait de moi quand on enlevait tous les mensonges? J'ai découvert un homme vide, creusé par des années d'imposture. Un caméléon qui avait oublié sa couleur originelle. À ma sortie de prison, en 2003, j'ai été expulsé vers la France. Retour à la case départ dans un pays qui ne m'avait jamais vraiment voulu. Mais j'étais différent. Plus vieux, plus fatigué. Et surtout, plus lucide sur ce que j'étais. J'ai tenté de me reconstruire. Mariage avec Isabelle, une femme qui connaissait mon passé et m'acceptait malgré tout. Enfant, 2 filles qui portent mon nom sans connaître toute mon histoire. Travail honnête dans l'informatique, loin des projecteurs et des tentations. Mais le passé ne s'efface pas. Les journalistes continuent de m'appeler. Les documentaristes veulent mon histoire. Les psychologues m'étudient comme un cas d'école. Je suis devenu prisonnier de ma propre légende. Frédéric Bourdin, l'homme qui n'existait pas, est devenu plus connu que tous les personnages qu'il avait incarnés. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je vis dans une banlieue française anonyme. Je paye mes impôts. J'emmène mes filles à l'école. Je suis devenu ce que j'ai toujours refusé d'être, un homme ordinaire. Et c'est peut-être la plus grande victoire de ma vie. Parfois la nuit, je repense à cette famille texane qui m'a accueilli comme leur fils. Je repense à Beverly, qui me serrait dans ses bras en m'appelant Nicolas. Je repense à cette maison où j'ai vécu 4 mois dans la peau d'un mort. Le mystère Nicolas Barclay n'a jamais été résolu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Charlie Parker est mort en 2005, emportant ses soupçons dans la tombe. Beverly Barclay est décédée en 2010, sans avoir jamais admis que j'étais un imposteur. Jason Barclay est mort d'une overdose en 2013. Coïncidence ou culpabilité? Nous ne le saurons jamais. Et je me demande encore, qui était vraiment l'imposteur? Moi qui mentais pour survivre? Ou eux qui mentaient pour oublier? Aujourd'hui, quand je regarde mes filles jouer dans le jardin, je me demande ce que j'aurais fait à la place des Barclay. Si l'une d'elles disparaissait et qu'un imposteur se présentait des années plus tard, aurais-je la force de voir la vérité? Ou choisirais-je moi aussi le mensonge qui console? Je crois que nous connaissons tous la réponse.
Et c'est peut-être ça, le plus effrayant dans toute cette histoire. L'histoire de Frédéric Bourdin pose des questions qui dérangent. Comment peut-on duper autant de gens pendant si longtemps ? Comment des professionnels formés, des familles aimantes, des institutions entières peuvent-elles se laisser abuser par des mensonges si évidents ? La réponse est simple et terrible. Nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Nous croyons ce que nous avons besoin de croire. Et face à un imposteur professionnel, nous ne défendons pas la vérité. Nous défendons nos illusions, nos besoins, nos culpabilités. Bourdin n'était pas un génie de la manipulation. Il était juste un homme qui avait compris que les autres avaient encore plus besoin de mentir que lui. Les familles d'accueil avaient besoin de se sentir utiles. Les services sociaux avaient besoin de succès, d'être reconnus. La famille Barclay avait besoin d'un fils vivant. Il leur a donné ce qu'ils voulaient, et en échange, ils lui ont donné ce qu'ils cherchaient. Une identité, une place, une raison d'exister. L'histoire de Frédéric Bourdin révèle une vérité psychologique fascinante. Nous sommes tous complices des mensonges qui nous arrangent. La famille Barclay n'a pas été dupée par Bourdin. Elle a choisi de l'être. Car accepter un imposteur évident, c'est plus facile que d'affronter une vérité insoutenable. Et parfois le mensonge devient une forme de miséricorde, pour celui qui le dit, comme pour ceux qui choisissent d'y croire. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et des identités virtuelles, l'histoire de Frédéric Bourdin résonne différemment. Nous sommes tous des imposteurs, à notre manière. Nous créons des personnages, nous filtrons nos vies, nous mentons par omission ou par embellissement. La différence, c'est que Bourdin, lui, l'assumait. Il savait qu'il mentait. Nous nous mentons à nous-mêmes. L'histoire de Frédéric nous suit bien après les dernières images. Elle s'insinue dans nos pensées, questionne nos certitudes. Car au fond, nous portons tous un masque. Celui du travail, celui des réseaux sociaux, celui des dîners en famille. La différence entre nous et le caméléon, c'est que lui, il l'assume. Moi, je suis la comtesse de l'ombre. Et dans l'ombre, je traque les vérités que personne n'ose regarder en face. Alors, si cette plongée dans l'esprit de Frédéric Bourdin vous a fasciné, vous êtes prêts pour ce qui vous attend. Abonnez-vous et activez cette petite cloche. Chaque notification vous emmènera dans un nouvel épisode, une nouvelle enquête qui défiera votre perception du réel. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà menti sur votre identité ? Même une fois ? Même pour rire ? Parce que si c'est le cas, vous comprenez peut-être mieux le caméléon que vous ne le pensez. Et maintenant, une dernière question avant de nous quitter. Regardez autour de vous, vos proches, votre famille, vos amis. Si demain quelqu'un prenait votre place, êtes-vous vraiment sûr qu'il s'en rendrait compte ? Souvenez-vous, la vérité se cache toujours dans l'ombre, et dans l'ombre, je veille.